Bonjour chers web spectateurs de RP Média, une nouvelle émission donc pour la CAN 2015, RP Média est en attaque. Et donc nous avons nos chroniqueurs qui vont décortiquer l'actualité de la CAN, mais la CAN autrement. Donc nous avons à côté... Les camarades de RP Média, bonjour. Mansa Moussa de RP Média, bonjour. Voilà, donc nous allons décortiquer donc, cette actualité de la CAN 2015. Juste un mot sur mon t-shirt, c'est pour annoncer la couleur, hein, le futur vainqueur de la CAN, bien sûr. Et j'ai ressorti le maillot de 2002, l'année où le Sénégal devenait champion d'Afrique, vice-champion d'Afrique au Mali. Et pour ce maillot, je ne comprends pas. Ah bah c'est l'année où Kamité avait fait une bonne compétition. Et il a terminé meilleur buteur. Il a terminé. Voilà. D'accord. Donc c'était la deuxième fois qu'on enchaînait les demi-finales contrairement au Sénégal. D'accord, ok. On verra de toutes les façons au niveau des pronostics. Donc, au niveau du sommaire, vous allez le voir sur votre écran. Première chose, les sommes colossales dépensées par les équipes africaines pour leur préparation. Nous allons faire un focus sur le cas de la Côte d'Ivoire avec notre ami Chekne. La guerre froide entre les clubs, les joueurs africains et la sélection, souvent nous avons des soucis entre les clubs qui empêchent les joueurs africains d'aller en sélection. Une autre actualité, est-ce qu'un joueur peut se valoriser lors de la CAN? Donc nous allons faire un décryptage là-dessus. La CAN 2015 sans les stars, hein. D'habitude on a des Eto'o, on a des Drogba. Cette année on n'a personne. On entend parler de André Ayou comme star. Donc pour moi c'est presque dévalorisé. Donc nous allons faire un focus là-dessus. Connaître aussi les sponsors parce que généralement on a vu Puma qui habille à peu près toutes les sélections nationales. Nous avons également Air Finesse, donc focus sur les Puma. Et avec nos chroniqueurs, nous allons parler de pronostics, nous allons parler aussi de comment ils vont voir l'actualité de cette CAN, des équipes également. Sur le plateau, donc Chekne, Oui. donc notre première question, hein, c'est on s'est attardé sur la préparation des équipes africaines avant cette CAN. Et donc vous avez un sujet sur la Côte d'Ivoire. On va faire un focus sur la Côte d'Ivoire, mais c'est représentatif de toutes les autres équipes africaines. Donc quelle est la somme colossale et les recherches? L'exemple ivoirien, c'est un cas parmi tant d'autres. C'est focalisé sur la Côte d'Ivoire parce que la somme est quand même non négligeable. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire en fait a eu un budget de 3,5 milliards pour juste la préparation de la CAN. CFA. En CFA, bien sûr, on parle en CFA. C'est beaucoup. Ah bah oui. Et donc du coup aussi, surtout la préparation, comment la préparation s'est déroulée, la Côte d'Ivoire est allée se préparer à Abu Dhabi. Aller préparer une compétition africaine dans un pays hors du continent et jouer des matchs amicaux contre des pays non africains qui n'ont... Enfin, pour moi, pour se préparer, une équipe africaine, pour une compétition africaine, devrait rencontrer des équipes ressemblant au minimum quand même à ses futurs adversaires. Et la Côte d'Ivoire est allée. Je prends l'exemple du match contre la Suède. Je ne sais pas quel pays africain a des joueurs qu'on peut approcher à l'équipe suédoise. Et aussi en fait l'hôtel où les Ivoiriens ont été accueillis, hôtel Hilton, le célèbre hôtel Hilton d'Abu Dhabi. Et donc du coup je pense qu'au vu de certains pays, la population et voir de telles sommes dépensées. Mais dis-moi, Abu Dhabi, Yaya Touré, Oui. Manchester City, est-ce qu'il y a... Même s'il y a un truc qu'on ne le sait pas, la fédération ivoirienne a dit comme quoi leur préparation a été financée par l'argent donné par l'État. Et donc du coup, la fédération a annoncé comme quoi la préparation a été financée par l'État. Et donc du coup, même s'il y a une manigance derrière avec les Qataris, avec le City et son président, c'est pas ce qui a été annoncé. Donc du coup, nous on reste sur le principe que l'argent qui a été donné par l'État, c'est ce qui a permis en fait de financer la préparation. Et donc du coup, je trouve vraiment désolant de voir un pays africain, surtout la Côte d'Ivoire, qui sort quand même de presque 10 ans de crise politique et dont le niveau de pauvreté explose, dépenser de telles sommes
C'est vraiment... Comment on arrive à dépenser 3 milliards? Je suis en train de chercher 3 milliards. Une suite d'hôtels. Il y a l'hôtel, il y a tout. Après, tu as toutes les petites choses qui sont aux alentours. Hein. Tu as les joueurs qui vont visiter certains trucs, tu as la restauration. Et surtout, il ne faut pas oublier que certaines équipes amènent leurs propres cuisiniers. Et il faut tout ça. Leur déplacement, leur installation dans le pays d'accueil et tout. Et après, c'est eux qui financent également les joueurs qui jouent dans d'autres championnats pour qu'ils rejoignent l'équipe nationale. On va envoyer notre CV pour la cuisine parce que je sens que c'est cher bien payé pour la cuisine. Autre chose, 3 milliards, mais les retombées économiques, est-ce que il y aura plus de retombées économiques si par exemple la Côte d'Ivoire va jusqu'en finale et rencontrer le Sénégal? Les retombées économiques, il n'y a que les sponsors qui pourront en profiter. Moi, je ne vois pas comment l'État ivoirien peut bénéficier d'éventuelles retombées économiques. Il n'y en a pas, à part les maillots. Et on sait très bien qu'en Afrique, on achète des maillots, mais pas les vrais maillots, il faut le dire. Et donc, du coup, je ne vois vraiment pas comment on peut crédibiliser de telles dépenses. Voilà, je ne le vois pas. D'accord. La CAF reverse de l'argent, non? Ouais, mais la CAF reverse de l'argent, mais je suis désolé, comparer la somme que la CAF reverse aux 3 milliards, on n'y est pas du tout. Je pense que le pont d'Abidjan faisait combien? 3 milliards, 25 milliards? Je ne sais pas. Donc, c'est des milliardaires de toute façon. Moussa, une analyse là-dessus? En fait, la question que je me pose, c'est plutôt pas forcément le montant des dépenses, mais comment ces dépenses vont être réparties. Souvent, les fédérations dépensent beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de résultat à la clé. Je vais prendre un exemple comme le cas du Mali, où c'est toujours choquant de dépenser autant d'argent. Après, le problème qu'on a dans le football moderne, c'est qu'on est obligé de faire certaines dépenses. Mais la vraie question que je me pose, c'est comment ces dépenses sont-elles réparties? Est-ce que ça va assurer un vrai résultat au niveau de la compétition? Je vais prendre un autre exemple, le cas du Mali. Pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, la fédération, en tout cas l'équipe malienne s'est retrouvée sans hôtel, ils n'avaient pas de nourriture, les joueurs devaient payer, ou encore d'autres fédérations comme le Cameroun qui s'entraînent sans maillot, ou on est en train de négocier les indemnités avant de faire la compétition mondiale. Donc c'est surtout ça le vrai problème pour moi, c'est que non seulement on dépense beaucoup, mais au final ça profite ni aux joueurs ni à la fédération. Et on se demande où va cet argent réellement en fait. Pour juste rebondir sur ce que Moussa vient de dire, le Mali en fait a organisé une soirée pour récolter de l'argent pour les aigles. En fait, je me suis posé une question. Est-ce que en fait, l'État doit donner une subvention à la fédération? On le sait. Mais pourquoi aller récolter de l'argent ailleurs pour financer quoi exactement? Ça, c'est une question auquel je pense qu'il faudrait s'attarder, voir réellement où ces budgets sont alloués après. D'accord. Droit au but, on va sur le deuxième sujet, entre la guerre froide entre les clubs et les sélections. On sait très bien que les clubs sont très frileux pour envoyer au mois de janvier en plus leurs joueurs africains. On se rappelle surtout du message qui a valu, la polémique qui a valu avec Willy Sagnol qui parlait du joueur africain. Et donc, est-ce qu'on a encore des cas de ce type de problème entre les clubs et des joueurs? Et parfois même, on a des joueurs qui font semblant d'être blessés pour éviter la CAN, pour rester au niveau de leur club et asseoir leur position de titulaire. Oui, en effet, c'est devenu presque une routine. Chaque 2 ans, on assiste à l'explosion de l'infirmerie de chaque équipe. Bon, la Ligue 1 est le championnat quand même le plus touché, puisqu'il y a aujourd'hui 52 représentants de la Ligue 1 pour cette CAN 2015. Je vais prendre 2 exemples. L'exemple sénégalais et l'exemple d'un jeune espoir guinéen. On se rappelle que récemment, on a 3 joueurs sénégalais qui n'étaient pas sûrs de participer, qui ne sont l'un des plus grands joueurs sénégalais de cette CAN. On a Diafra Sakho qui est blessé, donc il ne participera pas à la CAN. Par contre,
le problème avec Sadio Mané à l'époque, qui au début, bon, West Ham, Southampton avait annoncé comme quoi le joueur était indisponible pour 3 semaines. Il a fallu que les autorités sénégalaises, la fédération sénégalaise s'y mêle pour que l'équipe en fait puisse laisser le joueur venir rejoindre son équipe nationale. Donc Sadio Mané aujourd'hui, il va jouer avec finalement lui, l'équipe nationale a eu raison de cause. Donc Sadio Mané il rejoint son équipe nationale. L'exemple de la Guinée, on a en fait un jeune joueur qui a failli jouer avec la France, c'est Bounassar. Il est très bon, qui finalement devait participer à cette CAN avec la Guinée-Conakry, mais au dernier moment, on a entendu comme quoi il a fait jouer, l'équipe sort de la Ligue 2, il faut qu'il se maintienne et tout, c'est ce qui a été mis en avant. Et le joueur a mis tout sur lui, et j'en suis sûr que l'équipe a eu son mot à dire, le FC Metz a eu son mot à dire sur le refus de Bounassar de participer à cette compétition-là. Et ce n'est que quelques exemples parmi tant d'autres. Il y a énormément de joueurs qui aujourd'hui sont obligés pour garder leur place dans leur club, refuser l'équipe nationale parce qu'ils n'ont pas le choix. Tu pars, tu reviens, tu ne joueras pas. Moussa, pour rebondir, est-ce que la CAN est bien placée? Pour moi, c'est pas un problème du classement de la CAN, justement. C'est que souvent on parle de ce point que la CAN elle est placée en janvier. En Allemagne, ils font une trêve durant cette période-là et ils n'ont pas plus de problèmes, même s'ils n'ont pas beaucoup de joueurs africains. Après, ce qu'il faut rappeler, c'est que les recruteurs européens sont aussi à la CAN. Donc ils sont là aussi pour observer les pépites africaines, pour après les recruter. Donc après, il ne faut pas se plaindre que ces joueurs-là repartent jouer pour leur sélection nationale. Le vrai problème, c'est que certains sont peut-être mal organisés, mal préparés, et où ils n'ont pas assez doublé à cette poste. Et c'est pour ça que certains se retrouvent en difficulté. Mais il faut rappeler que Montpellier, par exemple, avait, lors de la CAN 2012, beaucoup de joueurs africains, mais n'a pas eu d'impact lors de son championnat en faisant jouer les jeunes. Donc c'est on va dire, aux managers européens de s'adapter à cette situation-là. La CAN, on sait qu'elle existe depuis longtemps, donc ça eux de trouver des solutions pour le faire. Le problème n'est pas la CAN. Elle ne peut pas être placée en juillet par rapport au climat qu'on connaît en Afrique à cause de la saison des pluies ou de la forte chaleur. Est-ce que l'ami Diabaté est sélectionné pour le Mali? L'ami intime de Willy Sagnol. Diabaté, il avait été sélectionné, mais finalement, pour cause de blessure, il a été remplacé par un joueur qui jouait dans un club africain là. Donc du coup, finalement, Diabaté ne participera pas à la CAN. Pour juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, pour moi, sincèrement, je trouve que ça, c'est un réel problème. Il faut que la FIFA revoie sa réglementation en fait sur le fait que les joueurs aillent jouer dans leur équipe nationale, parce que la FIFA aujourd'hui oblige les joueurs africains à aller participer à la CAN, mais ils ont le choix en fait. Les clubs sont obligés de laisser les joueurs africains aller jouer dans leur pays national, hein. Mais en fait derrière ils donnent le choix aux joueurs même de choisir s'ils veulent aller ou pas. Et pour moi je trouve un peu le club n'a pas besoin de manifester en fait son souhait que le joueur reste, on le sait c'est naturel, personne ne veut laisser son joueur aller jouer. Et donc du coup, aujourd'hui, il suffit que derrière les clubs passent montrer aux joueurs, soit tu restes jouer dans ton club, tu pars, tu perds ta place, tu reviens, tu ne joueras pas. Et l'équipe nationale, pour moi, c'est quelque chose de plus civique. Je le compare carrément au service militaire en fait. On a ce droit-là, on doit y aller. Et derrière le club, c'est plus commercial puisque le joueur est payé. Et le choix, il est vite fait. Il faut être rationnel. Là, je voudrais rajouter une chose par rapport justement au placement de la CAN. Souvent, on se plaint que la CAN elle est placée en janvier, mais lorsque les Sud-Américains disputent leurs éliminatoires pour la Coupe du Monde ou pour la Coupe d'Amérique, c'est presque un mini-championnat qui dispute, et un mini-championnat qui dispute à l'autre bout du monde, qui a ses répercussions lorsqu'ils reviennent. Et certains, par exemple, lors des matchs de pré-saison, il y a un entraînement spécifique à suivre. Et à cause de la Copa América, ratent justement cette préparation-là. Et ces joueurs-là, au bout de la demi-saison, sont complètement cramés. Pourtant, on ne reçoit aucune plainte des clubs européens ou de l'UEFA par rapport à ça. D'accord. Un joueur peut-il se valoriser lors d'une CAN? Est-ce qu'une star peut se révéler?
Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a eu des exemples déjà? Il y a des exemples. On peut prendre l'exemple du grand Taïwo Taillé avec ses coups francs. À Marseille, c'est ce qui a permis en fait, la CAN a permis à Taïwo Taillé de signer en fait à l'Olympique de Marseille. Et aussi on a non, je parle de vraies révélations. Taïwo quand même à l'époque il fut un sacré, pour ses coups francs, il fut un sacré joueur, c'est ce qui lui a permis déjà de venir jouer à Marseille. Et il y a d'autres exemples, on a par exemple Seydou Keita, c'était pas une CAN mais plutôt la Coupe du Monde Junior en fait que le Mali avait joué à l'époque. Et le Mali avait terminé troisième après avoir été battu par l'Espagne en demi-finale, qui avait permis à Seydou Keita, comme dit ça, de trouver un club en Europe. Seydou Keita qui est venu à Marseille et Mamadou Dissa qui a été en Belgique. Et quelques exemples. J'ai des exemples qui sont plus récents. Par exemple, Aubameyang, pendant la CAN qu'il a disputé au Gabon, c'était pas un joueur qui avait cette envergure internationale ou même un titulaire indiscutable lorsqu'il était à Saint-Etienne. Mais depuis qu'il a disputé la CAN, non seulement il a pu prendre confiance en lui, et donc après enchaîner les buts lorsqu'il est revenu en France. Et aussi on peut prendre aussi l'exemple de Frédéric Kanouté, qui était, on va dire, un joueur qui jouait dans un club moyen en Angleterre, qui était West Ham, après Tottenham, et qui après, grâce à ses prestations durant la CAN avec le Mali, a pu rejoindre le FC Séville en Espagne. Ok. Pour vous, une révélation lors de cette CAN, vous pensez... Moi, je pense qu'un joueur du Gabon est à surveiller, Bolazi, qui joue à Crystal Palace. Il fut une révélation cette saison pour la première ligue anglaise. Et aussi le joueur, l'Algérien Yassine Brahimi, qui est suivi depuis quelques temps, le joueur de FC Porto. Et même quelques stars qui ont toujours du mal à se relever, comme Alain Traoré. C'est un très bon joueur, mais qui n'a toujours pas donné tout de lui. Il a encore énormément de choses à donner. Et hier, j'ai été vraiment surpris par le talent du jeune, le petit frère d'Alain Traoré, Bertrand, qui a fait un excellent match. Ces joueurs ont du potentiel et ils seront à suivre pendant cette compétition-là. Ouais, pour moi aussi, Bertrand Traoré, c'est mon favori, la révélation pour cette CAN. Moi aussi, il m'a impressionné. Il a assez de technique, il prend des initiatives. Il a tiré assez souvent au but. Malheureusement pour le Burkina Faso, ça n'a pas été cadré, ça n'a pas abouti à des buts. Mais c'est un bon joueur. À suivre également Sadio Mané du Sénégal, que je salue. La CAN 2015 est-elle dévaluée sans leur star? Dur. On a quand même quelques stars, puisque on a Drogba, Eto'o, c'est les stars types aujourd'hui qui sont vus en Europe. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a Yaya Touré, on a Seydou Keita, on a André Ayou aussi. Et, il y a quelques joueurs quand même qui, pour moi, font office de stars. Il ne faut pas oublier. Moi, je vais aller à contre-courant. Peut-être on peut avoir l'impression que cette CAN aura un niveau moins élevé parce qu'il y a moins de grands noms comme Eto'o ou Drogba. Mais si on regarde les équipes qui sont qualifiées, c'est des équipes qui ont tous déjà disputé la CAN ou même historiquement qui ont remporté déjà de nombreux trophées. Ne serait-ce que lorsqu'on regarde les différentes têtes de série, il y a des fausses têtes de série pour moi, donc je dirais non, le Cap-Vert et la Guinée équatoriale, c'est qui a donné 2 groupes de la mort avec le groupe C et le groupe D. Et on va dire que là, si on termine premier ou deuxième, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle parce que les équipes ont un niveau qui est assez similaire. Je trouve que ça s'est assez homogénéisé à ce niveau-là. Donc je pense qu'on aura une très bonne CAN. Okay, vous remarquerez que la plupart des maillots des équipes nationales présents lors de cette CAN est en majorité Puma. Nous avons également Ernest qui a quand même 3 pays. C'est une politique voulue de Puma de s'implanter en Afrique Moi en fait, je pense que Puma c'est surtout par rapport à son style. Parce que c'est un équipementier qui fait beaucoup de maillots un peu près du corps, moulant un peu. Oui, on a vu hier avec les Gabonais. Voilà, ça montre un peu leur gabarit et tout ça. Musclé. Exactement. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier que Adidas, les équipementiers comme Adidas et Nike, ils n'ont pratiquement plus rien à prouver. Donc du coup, c'est des
généralement des sponsors qui voilà, ne regardent même pas, enfin, ils ne misent pas énormément sur cette compétition-là. Pour juste parler d'un petit incident qui est survenu récemment, c'est en fait l'Algérie qui était chez Puma aussi, hein, mais qui depuis quelques mois, juste avant la CAN, est passée chez Adidas. Et l'incident fut que les maillots d'entraînement de l'Algérie ont été faits en couleur noire. Et ça a fait un tollé en Algérie puisque leurs couleurs sont le vert, le blanc ou le rouge. Et même le maillot numéro 1 des joueurs, hein, le maillot vert, selon certains spécialistes algériens, ils ont repris en fait le maillot du Nigeria qui va participer à cette CAN 2015 et floqué en fait l'emblème de l'Algérie dessus, puisque l'Algérie jouait disons précédemment avec des maillots verts un peu plus clairs et aujourd'hui il se retrouve à jouer avec un vert très foncé et on pourra vous mettre l'image, hein, la ressemblance avec le maillot du Nigeria et voilà, ça peut se justifier je trouve. Ernest, Ouattibé, en fait Ouattibé même est avec Montpellier, Ouais, ils n'ont Montpellier. pas... Coupe d'Afrique, ça ne les intéresse pas Je pense plutôt que c'est Ernest qui a perdu aussi des parts de marché au niveau de ses équipes. Donc c'est pas qu'avec les sélections africaines qu'ils ont perdu les marchés, ils ont perdu des marchés avec des clubs de Ligue 1. Et après je sais que moi je me suis souvenu, j'avais parlé avec des Béninois qui étaient avec Ernest et ils se plaignaient de la qualité des maillots. Donc c'est peut-être un défaut que Ernest devra corriger dans le futur s'il veut se maintenir ou se développer. Ok. Pour des raisons éthiques, hein, vous voyez bien sur nos maillots, nous avons bien caché les sponsors. Ça, ce maillot, je l'ai sorti parce que c'était la plus belle épopée des Lions de la Teranga et qui vont poursuivre cette année. Donc c'est juste pour préciser, hein, nous avons bien étiqueté pour éviter tout problème éthique ou de, vous voyez, je demande le droit, voilà, problème de droit, etc. Donc pour finir, hein, je suppose qu'on est tous d'accord que le Sénégal est le grand favori de cette CAN 2015. Ah, peut-être ça ne se discute pas. Ça ne se discute mais pas. la CAF n'est pas d'accord parce que vous avez placé. Non, ça ne se discute pas. Non, ça ne se discute Moi, pas. sincèrement, je trouve... À part le Sénégal, quels sont les autres pays? Non, mais juste pour revenir vite fait sur le Sénégal, moi je trouve que en fait, les Sénégalais sont en train de se cacher derrière voilà, une position d'outsider. Je trouve que le Sénégal a tout pour gagner cette compétition. Regardons les joueurs qu'ils ont. Ils ont pratiquement, sur chaque poste, ils ont pratiquement un titulaire d'un des grands clubs d'Europe. Il faut pas. Pour moi, le Sénégal a tout à prouver. Ils ont tout à prouver. Après, pronostic, j'espère que voilà, le Mali ira le plus long possible, hein, espérons-le. C'est que 2015 soit notre année. Non, le Mali est sur quelle poule déjà? Il y a le Mali, poule de la mort, hein. Mali, Cameroun, Guinée et Côte d'Ivoire. Là, vraiment, si le Mali arrive à sortir de cette poule-là... Moi, je dis, devant témoin, hein, vous êtes témoin, si le Sénégal ne passe pas le premier tour, on est là pour 3 émissions. Première émission, je l'ai animée. Si on ne va pas jusqu'en finale, dès le prochain tour, j'enlève le maillot, je n'anime plus l'émission. Ce que le Mali ne peut pas, on ne peut pas s'en enorgueillir. Maintenant, si le Mali passe au premier tour, j'accepte de porter ce maillot. Il n'y a pas de souci. Tu le porteras, Babadem. Juste pour revenir sur 2013, en fait, il y a des personnes qui avaient dit qui avaient fait les mêmes promesses. Hein, et on se rappelle que le Sénégal a été éliminé en match de poule avec tous les joueurs qu'ils avaient. Les Moussasso qui avaient été juste l'année d'avant meilleurs buteurs de la Ligue 1. Hein, et voir qu'ils ont été éliminés en match de poule, ils ne sont pas à l'abri d'une nouvelle surprise. Non, le Sénégal va passer. Cameroun-Mali, c'est le prochain match, c'est le mardi. Vos pronostics, Cameroun-Mali. Le Mali n'a jamais perdu en match d'ouverture de la CAN, donc je pronostiquerai sur un nul ou une victoire du Mali. Donc c'était la première émission de RP Média en attaque lors de cette CAN 2015. Vous allez nous retrouver tout au long, me retrouver peut-être, mais normalement sûrement même jusqu'à la fin de ces émissions pour la finale Sénégal. On choisira... Sénégal-Mali. Non, le Mali, on est désolé, mais le Mali, je ne vais pas refaire la phrase de La Diouf. Hein. Donc, chers web spectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous allez retrouver très régulièrement. Suivez-nous aussi sur le tweet @RP Media. Très régulièrement, vous allez avoir des commentaires sur la CAN 2015 et vous allez nous retrouver
la semaine prochaine pour un autre numéro de RP Média en attaque. Et vous verrez pas battre le maillot du Mali parce que le Mali va se qualifier au deuxième tour. Ok.